Il était une fois l'histoire d'un auditeur interne devenu CFO à 29 ans et CEO à 30 ans. Fortement ancré au groupe Accor puis Edenred, il avait évolué pendant plus de 26 ans au sein de ces derniers. Hongrie, Venezuela, Espagne, Singapour, dans l'exercice de ses fonctions, il avait rapidement multiplié les expatriations. Récemment revenu en France, il y exerçait, jusque tout récemment encore, les fonctions de directeur du développement RH et RSE du groupe Edenred. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Marianne et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Il était une fois l'histoire d'un cadre supérieur qui avait décidé de prendre une pause dans sa carrière bien remplie. Il était une fois Laurent Pellet. Laurent Pellet, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Business. Bonjour Marianne. Bon alors tu viens de l'entendre, je t'ai présenté sous le jour des informations que j'ai trouvées à ton sujet sur internet et partout où j'ai pu chercher. Mais toi, comment est-ce que tu te présenterais ? Alors moi déjà j'aime bien parler de qui je suis, pas forcément de ce que j'ai fait, même si c'est fortement lié. Et je me définis comme un explorateur de la vie en fait. Et c'est vrai que le parcours que tu as retracé montre un petit peu cette caractéristique qui est la mienne. Et en fait, c'est vrai que le fil rouge un peu de toute ma vie, c'est tout le temps partir en exploration. Et donc je suis quelqu'un qui est très curieux, fortement attaché à sa famille et fortement attaché à avoir toujours de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est ça qui m'a guidé dans la vie. Écoute, c'est pareil que tu sois curieux, parce que là, on va être curieux ensemble pendant une grosse demi-heure, mais curieux à propos de toi et de ton parcours. Évidemment, ça ne résume pas qui tu es, mais est-ce que tu peux revenir sur cette expérience que tu as eue au sein du groupe Edenred et nous parler de tes fonctions, respectivement de CFO puis de CEO ? Je suis rentré dans le groupe Accor et j'ai commencé vraiment, je dis toujours je suis un bébé Accor parce qu'en fait j'ai fait même mes stages en fait de fin d'études, école de commerce dans le groupe Accor. Et en fait je suis parti, c'était encore l'époque où il y avait l'armée, donc je suis parti à l'armée et pour réussir à réduire mon temps d'armée, en fait il y avait un deal avec l'armée que si on trouvait un boulot, on pouvait réduire son temps, je sais plus, c'était 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai réécrit à Accor en disant je suis à l'armée et j'aimerais bien revenir pour un job permanent. Et donc là, j'ai été embauché comme auditeur, qui était le dernier stage que j'avais fait chez Accor. Donc je suis rentré très facilement, j'ai jamais eu de véritable recherche de job à faire. Et donc je suis rentré auditeur. Là, je suis resté 3 ans. Alors auditeur, c'est peut-être ça qui m'a donné le goût du voyage, parce qu'en fait, je passais mon temps à effectivement aller auditer des filiales du groupe Accor, et Accor était présent dans le monde entier. Et donc là, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai une particularité qui est d'être moitié hongrois, donc par ma mère. Donc je baragouinais, on va dire, le hongrois parce que c'était loin d'être un hongrois professionnel. Mais pour des gens qui ne parlent pas hongrois, en fait, dès que tu alignes 3 mots, ils disent c'est bon, ils parlent hongrois. Et donc, on m'a envoyé en Hongrie pour être directeur financier de la filiale hongroise. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment été le point de départ d'une carrière qui allait très vite, beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Puisque à partir de là, je suis passé patron au bout de 1 an, donc patron de la filiale, parce que le DG était parti, donc on m'a dit prends la direction. Donc effectivement, j'avais 30 ans. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer un chef en fait qui était un peu mon mentor, et donc il m'a attiré dans les 2 jobs qui ont suivi. Donc patron du Venezuela, effectivement, il était directeur de zone de l'Amérique latine, et donc il m'a fait venir au Venezuela, qui était la 2e ou 3e plus grosse unité à l'époque. Et ensuite, il a créé une direction régionale en Europe. Et donc, je me suis retrouvé, après les 3 ans passés au Venezuela, je me suis retrouvé donc directeur de l'Europe du Sud, Afrique, Moyen-Orient, basé à Barcelone. Donc ça, c'était vraiment une très belle tranche de vie. Et après ça, voilà, je suis parti à Singapour, effectivement, 8 ans. Donc là aussi, comme patron, donc patron de zone, où je me suis occupé de l'Asie pendant 8 ans. Donc là, c'était l'expatriation la plus longue. Et après ces 8 ans, fort désir de rentrer effectivement en France. Et donc là, il y a eu un changement de job un peu disruptif, puisque j'ai toujours été opérationnel, patron, membre de Comex. Et là, je suis devenu effectivement, donc ce que tu as dit, c'est-à-dire patron de la RSE et du développement RH pour tout le groupe worldwide, mais basé à Paris.
Et donc, au headquarter, au e-quarter, comme on l'appelle chez Edenred, e comme Edenred, e-quarter, donc pour m'occuper de ces 2 portefeuilles fonctionnels. Est-ce que tu peux nous planter le décor des équipes que tu as pu manager, que ce soit en termes de structure, d'organisation ou de nombre de personnes? Alors, c'était très varié. J'ai commencé avec des petites structures, et la Hongrie, on va dire que c'était au départ, c'était peut-être une quarantaine de personnes, et puis quand je suis parti, ça devait être une soixantaine, c'est ça, à peu près, donc sur les 5 ans où j'étais. Voilà, donc ça c'est petite structure où j'étais le patron donc du pays, donc en direct avec un comité de direction, enfin quelque chose de très très classique. Ensuite, Venezuela pareil, mais avec des plus grosses équipes, donc là on était 300. Ensuite, il y a eu vraiment un changement dans ma carrière, c'est quand je suis devenu patron. C'est-à-dire que là, en fait, quand tu es CEO donc d'une filiale, en fait, tu as ton équipe, tu as ton PNL, tu as ton business, tu as ton marché, donc voilà, tu diriges ton business à l'intérieur d'un groupe. Par contre, quand tu prends la responsabilité d'une région, en fait, tes interlocuteurs sont des patrons de pays ou de business unit. Et donc là, tu deviens patron. Donc et mon boss de l'époque m'avait prévenu, il m'a dit, il y a vraiment un changement parce que, je me rappelle toujours, il m'a toujours dit ça, il m'a dit, il y a un seul vrai job chez nous, c'est patron de pays. Et moi, c'était bizarre parce que quelque part, je suis devenu patron de région, donc en fait, j'ai pris du galon, je suis plus important, etc. Donc, ça nourrit bien l'ego. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu comme si tu es pilote d'un avion de chasse et tout d'un coup, on te dit, maintenant, tu vas être dans la tour de contrôle. Et en fait, tu vas être celui qui va un peu orchestrer, diriger, conseiller tous les pilotes de chasse. Mais toi, voilà, t'es un peu dans ta tour de contrôle. Alors effectivement, ton PNL, en fait, tu agrèges en fait les PNL de tous tes directeurs généraux, mais tu n'es plus celui qui a les mains directement sur la manette. Et donc, en fait, tu pilotes en fait ces gens qui ont leur business en main. Et là, le dernier job, celui qui est peut-être le plus disruptif, c'est effectivement quand tu reviens du terrain et que tu as un job fonctionnel. Donc là, j'ai une petite équipe et quelque part, on fait plus de la coordination, de l'animation. Donc on est proche de la tête, donc on définit aussi des stratégies, notamment en termes de RSE. Mais après, c'est vrai que c'est encore quelque chose quand on est fonctionnel et c'est pas forcément évident quand on a une fibre opérationnelle de devenir fonctionnel et vice-versa peut-être. Tu as dit quelque chose de très intéressant à l'instant, mais on va y revenir juste après. Pour nos auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas Edenred, est-ce que tu peux présenter l'activité de l'entreprise rapidement ? Alors Edenred, c'est le leader mondial de l'argent fléché. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des solutions à des utilisateurs qui sont des cartes de paiement spécifiques au travers de leurs entreprises. Donc leurs entreprises achètent nos solutions, les distribuent à ses employés. Ces employés peuvent utiliser ces solutions dans des réseaux de marchands. Donc je prends un exemple qui est bien connu en France, qui est le ticket restaurant. Donc en fait, effectivement, ces entreprises nous achètent des cartes restaurants distribuées aux employés qui vont pouvoir les utiliser dans des réseaux de restaurants et d'alimentation. Alors, concrètement, j'aimerais comprendre, pour nos éditeurs, avec nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'être patron de patron ? Alors, patron de patron, c'est pas facile parce que quand on a été patron, justement, la première tentation, c'est de prendre soi-même les manettes. Je prenais mon exemple tout à l'heure d'avion de chasse et en fait, on veut piloter. Mais en fait, pour bien faire ce job, en fait, il faut faire en sorte que le pilote qui est à bord soit le pilote à bord. Et nous, on va être là pour justement lui faire profiter de cette expérience qu'on a pu avoir, puisque on a appris le métier, comme j'ai dit, moi j'étais tombé dedans tout petit. Et donc, c'est arriver à bien accompagner en fait ces pilotes qui sont à bord, justement pour leur faire bénéficier de toute cette expérience et donc de les guider à donner le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir optimiser en fait les résultats et ce qui est attendu de leur part dans leur géographie ou dans leur business unit. Voilà. Mis à part ces 2 points, est-ce que tu donnerais un autre conseil à des personnes qui seraient susceptibles de s'expatrier pour se préparer mentalement à ce processus ? Je pense que le premier conseil, déjà, c'est qu'il faut vraiment en avoir envie. Il ne faut pas fuir quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, si on se dit « je pars parce que là, ici, ça ne va pas », etc., ça va amplifier en fait. C'est commencer à se tester sans faire le grand écart tout de suite. Donc, c'est-à-dire que commencer par un pays qui n'est pas trop loin, qui n'est pas trop éloigné et culturellement et géographiquement. Et là, tout de suite, si on se sent bien et si on se dit, ça me botte, c'est grisant, etc. Donc, dans ce cas, on peut dire, OK, on élargit l'enclos, on va plus loin et puis on peut aller se frotter à plus challenging. Mais c'est vrai que partir tout de suite sur des pays qui sont très loin et très culturellement éloignés,
ça peut être plus compliqué. Donc c'est dommage de se cramer sur une première expatriation. Donc commencez petit, si ça vous plaît, poussez le bouchon plus loin. À l'instant, tu viens de mentionner qu'il était important de ne pas se cramer sur une première expérience à l'étranger, mais toi, tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère dans ta carrière, si je peux me permettre. Tu es quand même arrivé à un poste de forte responsabilité, soit CEO à 30 ans. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait la différence pour toi, pour arriver si vite à ce stade, et comment tu es parvenu à ménager ce type de responsabilité sur la durée? Alors, très bonne question. Alors déjà, j'ai pas pris tout le risque en même temps. C'est-à-dire que partir en Hongrie, pour moi, après avoir fait 3 ans d'audit où j'ai traversé le monde, mais je faisais des missions, hein, donc à chaque fois, je revenais à la base. Donc déjà, je savais que ça me plaisait. La Hongrie, je parlais un petit peu la langue. J'avais de la famille, j'ai de la famille toujours là-bas. Donc voilà, j'arrivais en terrain un peu connu. Donc ça, c'est déjà pas mal d'arriver dans un contexte où on se sent bien. La direction financière, ça c'est vrai que pour moi quand on m'a appris, je dis waouh, le directeur financier alors que j'ai 3 ans d'audit, je veux dire ça me paraissait dingue. Et puis finalement je me suis rendu compte que voilà, avec du bon sens, avec le bagage financier que j'avais, avec les 3 années d'audit, en fait ça fait le job quoi. Donc mais bon, 1 an ça passe très vite. Et le véritable choc, comme tu dis, c'est là où effectivement on peut penser de l'extérieur que j'ai cramé les étapes. C'est quand je me suis retrouvé c'était exactement 11 mois. Je me suis retrouvé directeur de pays. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est vraiment un coup de bol pour moi. Et c'est comme ça, il y a des chances comme ça, des opportunités qui passent dans la vie. Donc c'est le directeur général de la filiale, donc qui était hongrois et qui parlait polonais, qui est parti en Pologne parce qu'on venait de faire une acquisition. Et donc, en fait, pareil, il y avait besoin de quelqu'un du Sérail qui parlait la langue, qui connaissait le business. Il était là, on l'a envoyé. Et en fait, comme moi, j'avais 11 mois de direction financière et que mon boss de l'époque a vu que je fonctionnais plutôt pas mal et puis il avait confiance, du coup, il m'a dit, je vais te mettre directeur général. Et moi, je l'ai regardé, je me rappelle toujours, je dis, mais je suis capable de faire ça. Il m'a dit, t'inquiète, je vais t'aider, je vais t'expliquer, c'est pas sorcier, tu peux le faire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quelque part, mon patron m'a fait confiance avant de me faire confiance à moi-même et avant même d'imaginer que je pouvais avoir ce job. Bon, c'était un truc de dingue. Et au bout d'un moment, quand ton patron te met à ce job-là et puis que tu te retrouves, en fait, et c'est peut-être ce qui était le plus dur pour moi, c'était de me retrouver, en fait, le patron de tous mes collègues du comité de direction de l'époque. Parce que moi, je venais d'arriver, ça fait 11 mois que je suis là, j'avais tous mes collègues, et tout d'un coup, on leur annonce que, en fait, votre collègue qui vient d'arriver il y a 11 mois, là, vous êtes là depuis je sais pas combien d'années, en fait, ça va être votre patron. Donc là, voilà, après, on se jette dans le bain, puis on y va. Et puis avec un patron comme celui que j'avais et qui était vraiment très présent et qui m'a guidé, qui m'a aidé, etc. J'ai appris en marchant. Puis là, j'ai 5 ans où j'ai vraiment appris le métier de patron de pays. Et c'est ça qui m'a permis après de pouvoir continuer vers d'autres pays. Mais justement, comment ça s'est passé ? Parce que pour cette première expérience, tu avais finalement cette espèce d'atout de la double nationalité et de la langue, mais tu as exercé dans d'autres pays, voire sur d'autres continents. Donc là, à ce moment-là, comment se fait la bascule ? Alors pour le Venezuela, en fait, c'était donc ce fameux patron dont je t'ai parlé qui m'a mis patron de pays, qui lui est devenu en fait patron de la zone Amérique latine. Et donc voilà, il a eu le temps de me connaître pendant toutes ces années où j'étais directeur général en Hongrie. Et donc il a voulu en fait mon profil pour une des filiales qui était la filiale la plus importante de sa zone. Parce qu'il voulait que je mette en place tout ce qu'il avait vu que j'avais pu mettre en place en Hongrie, etc. Et au niveau de la langue, en fait, moi, j'avais appris l'espagnol à l'école. Donc, quand il m'a dit, tu pars au Venezuela, j'ai dit, entre apprendre à l'école et puis diriger 300 personnes en espagnol, ça va être un peu un grand écart. Donc, j'ai commencé par prendre des cours 2-3 fois par semaine avec un prof argentin, je m'en rappelle. Et je lui ai dit, je m'en fous, tout ce qui est grammaire, machin, etc. Je veux parler. En fait, ça c'est aussi ma chance, c'est que je suis pas très académique et moi j'aime bien pragmatique. Donc j'ai dit, si je fais ça, je m'en fous, ce que je veux, c'est être fluide. C'est comprendre les gens et être capable de dire ce que je veux faire passer comme message. Pour que je sois opérationnel, il faut que j'arrive à communiquer. Et donc j'ai bossé ça le maximum. Et quand je suis arrivé sur place, ils m'ont quand même un peu regardé bizarrement parce que là, pareil, il y avait un comité de direction qui bossait depuis longtemps ensemble. Il y avait des gens qui attendaient ce job en fait. Et tout d'un coup, on parachute un gars qui vient de Hongrie, qui parle un espagnol par rapport à des Vénézuéliens forcément moins bons. Et on dit maintenant c'est votre boss.
l'arrivée a été assez complexe. Ouais. Donc là, un gros challenge de management. Mais finalement, 3 ans après, je suis parti et tout le monde était super ravi. C'était on appelle ça des despedida là-bas. Donc c'est c'est farewell en anglais. Donc je sais même pas, des fêtes d'adieu. Et voilà. Et donc là, vraiment, je me suis dit, en 3 ans, j'ai construit une équipe. On a fait exploser le business. On a vraiment tout. Enfin, c'était top. Et donc c'était une aventure humaine. Là, tu viens de le dire, lors de ta prise de poste en Amérique du Sud, tu es arrivé dans un contexte, on va dire, à minima, assez froid à ton encontre. Et en 3 ans, tu as su faire skyrocketer les chiffres, si je te suis bien, et en plus créer des relations fortes et très positives avec les personnes que tu manageais. Concrètement, c'est quoi ta recette magique pour achever ça en 3 ans seulement ? Alors, effectivement, mon arrivée était compliquée. J'avais un comité de direction qui ne m'attendait pas les bras ouverts, on va dire. Et je comprends tout à fait. C'est-à-dire, c'était quelque part, j'étais un peu illégitime à leurs yeux. Et en fait, ma seule légitimité, c'est mon patron qui m'avait mis là à ce moment-là. Et en fait, quand on a un comité de direction, et ça personne ne me l'a dit, mais je l'ai senti comme ça, un comité de direction qui n'est pas accueillant, en tout cas c'était ma technique à l'époque, en fait, j'ai commencé par parler en fait à mes N-2. Donc c'est-à-dire, je suis descendu, puis le comité de direction était en train de préparer des trucs, et puis ils m'ont dit, là on n'a pas le temps de t'expliquer parce qu'on est en train de bosser sur un truc, etc. J'ai dit, ok, moi de toute manière, faut que je comprenne le business, les spécificités du pays. Donc je suis allé, et c'était au cours des déjeuners, donc je prenais des N-2, et puis je leur disais, voilà, je viens d'arriver, machin, je me présentais, et puis j'ai fait connaissance avec mon comité de direction. Maintenant, j'aimerais connaître le comité élargi, c'est-à-dire en fait les gens qui rapportent au comité de direction. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter du business ? Et imaginez que vous soyez un consultant et que je suis le nouveau directeur général. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller de mettre en place pour que la boîte aille mieux ? Alors là, il y avait plusieurs catégories. Il y avait ceux qui avaient la trouille, qui disaient rien. Et puis il y a ceux qui disaient, c'est le nouveau patron, allons-y, on va sortir des trucs. Et puis voilà. Et donc on a commencé à bosser, à travailler en fait, et puis à améliorer petit à petit. Et puis ça a permis en fait de délier, de voir que on était dans l'action, et puis ça se passait bien, c'était constructif, on améliorait. Et puis voilà, à partir de là, il y a plein de choses qui se sont passées, puis le truc s'est débloqué. Et puis quand on voit que ça marche, on est content. Donc après, moi, je suis très festif. Et puis alors, les Vénézuéliens, n'en parlons pas. Donc là, j'ai commencé à célébrer nos succès. On avait un plan qui était de faire X. Et moi, je leur ai dit, ça ne me contente pas. Moi, je veux qu'on fasse beaucoup plus. Et donc, en fait, le plan X, c'était le plan pour lequel on s'était engagé au niveau au niveau du groupe. Et moi, je leur ai dit, vous savez quoi, si on dépasse ce plan, en fait, on va faire un truc de ouf tous ensemble. Et donc, j'avais mis plusieurs niveaux. Et le dernier niveau, parce que j'abrège un peu, mais le dernier niveau, c'était, on va tous à Punta Cana. Et donc, en fait, je leur ai dit, voilà, c'est simple, on fait ce résultat-là. Et puisqu'on dépasse les budgets, etc., en fait, on va s'organiser. Donc, c'était, je me rappelle plus, à 2 ans, à 2 ans, ouais. J'ai dit, on va faire ce voyage-là. Et en fait, il y a un truc, et c'est là où j'ai compris en fait la puissance de la vision, c'est que donner une vision, de dire on va faire tant de chiffres d'affaires ou tant de résultats, etc., c'est une vision partagée, mais c'est pas une vision qui parle à tout le monde. Par contre, le fait de dire si on fait ce chiffre-là, alors c'est ça qui va se passer, et que là, du coup, tout le monde se projette dans cet état-là, qui est de pouvoir dire je vais me retrouver à Punta Cana et je vais raconter à ma famille, mes amis, qu'avec ma boîte, je suis parti faire un voyage, j'ai pris l'avion. Ça, c'était l'opportunité de leur vie. Et donc, en fait, c'était les mêmes, mais ils se sont tous mobilisés pour arriver à cet objectif-là. Et là, il y a eu une énergie dingue. Et en fait, le truc, on a explosé les résultats. Voilà, ça, c'était vraiment un moment inoubliable que je garde, parce que c'est vrai que quand on libère l'énergie des gens et que tout le monde s'y met, que tout le monde est aligné, c'est un truc de dingue qui se passe. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'était une grande leçon. Alors effectivement, je ne pense pas que tous les CFO et tous les CEO qui nous écoutent pourront répliquer le voyage à Punta Cana, mais par contre se focaliser sur les vrais éléments qui peuvent motiver à vraiment un niveau personnel le collaborateur, c'est quelque chose de super intéressant à répliquer. Donc merci beaucoup pour cette stratégie que tu as partagée avec nous. J'aimerais revenir un instant sur ce que tu as mentionné un tout petit peu plus tôt de nouveau, à savoir le fait que tu n'es pas académique. Je souhaiterais du coup d'autant plus comprendre pourquoi tu as entrepris un PMD, si mes recherches sont exactes. Alors déjà, peut-être pour détricoter tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un PMD ? Alors, c'est un programme pour exécutifs chez Harvard, donc Harvard Business School,
qui est donc fait pour des gens qui sont en poste et dont la boîte souhaite investir sur ces personnes. Et donc c'est un programme qui pendant 3 mois en fait c'est un mini MBA on va dire, où en fait on se retrouve dans des amphis à Harvard, on se retrouve avec des profs de Harvard, on a des business cases parce que c'est la méthode Harvard, et en fait voilà, c'est 6 jours sur 7 du matin au soir en fait on est dans des études de cas avec toutes les matières possibles, imaginables, et donc c'est vraiment pour donner un coup de fouet à des hauts potentiels d'une boîte. Et donc moi je l'ai fait entre la Hongrie et le Venezuela. Donc la Hongrie était une petite structure, comme je l'ai dit, c'était une petite filiale, et aller en Hongrie c'était vraiment un gros challenge. Et moi j'avais un gros sujet de confiance en moi, et j'avais toujours un peu ce complexe de pas avoir fait une grande école. J'ai pas fait une école qui sont les top parisiennes, et parce que j'ai eu un parcours académique très chaotique. Voilà, au lycée, j'étais plutôt à avoir des activités de scoutisme, de plongée sous-marine, de parapente. Donc je vivais dehors parce que j'adore la nature. Et donc voilà, je faisais juste ce qu'il fallait pour passer en classe supérieure. Donc j'ai dit, autant faire quelque chose qui est top school, quoi. Donc je me suis dit, je veux faire un programme à Harvard. Donc je suis allé voir mon boss à l'époque et je lui ai dit, voilà, je vais faire un MBA à Harvard. Il m'a dit hors de question, c'est 2 ans d'absence, et de toutes les manières quand tu vas rentrer, en fait tu vas partir, tu vas vouloir aller ailleurs, donc hors de question pour ces 2 raisons. Et donc du coup, moi je suis rentré par la fenêtre. Du coup, je dis écoute, et 3 mois, toujours chez Harvard, c'est ok. Il m'a dit, écoute, si tu dépasses ton budget du pays et que ça finance le programme à Harvard, dans ce cas tu peux le faire. Au bout de 3 mois, c'est bon, c'est fait, je sais comment on va le faire, etc. Donc voilà, pareil, c'est un peu pareil que Punta Cana. J'avais tellement envie de faire ce programme que du coup, je me suis débrouillé c'est là où on voit qu'il y a des marges de manœuvre toujours. Et puis voilà, puis mes équipes, je leur ai expliqué que j'allais partir, que c'était important, que pour eux c'était l'occasion, quelque part un peu de faire de l'autogestion pendant ces 3 mois. Donc on a mis tout un système pour que justement ils puissent piloter la boîte pendant 3 mois. Et puis je suis parti à Harvard. Et là, à Harvard, il s'est passé un truc magique, c'est que, pour moi, je pense que c'était la formation de ma vie par rapport à ce que j'avais fait, parce que c'est vraiment, je me suis retrouvé, on était à peu près 90, donc il y avait, je sais plus combien, 30 nationalités, un truc comme ça. Et en fait, c'était donc des gens qui avaient des titres ronflants, vraiment de grosses boîtes, etc. Et en fait, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, puis j'ai vu qu'en fait, je posais les bonnes questions, que j'avais des bons retours de mes profs, etc. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, finalement, j'ai pas de complexe à avoir. Et donc ça m'a appris plein de choses, parce que le programme est très riche, mais ça m'a surtout libéré, ça m'a fait sauter les barrières mentales que j'avais. Et donc à partir de là, j'avais plus de limites, quoi. Et je pense que si j'avais pas fait ce programme-là, je pense que moi-même, en fait, je me serais auto-limité. Et j'aurais toujours eu ce doute, en disant, non, je suis pas à la hauteur, donc quelqu'un d'autre va le faire, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui était libérateur pour moi. Déjà, merci beaucoup d'avoir abordé le sujet. C'est pas un sujet que beaucoup de C-level abordent, alors que je suis certaine que beaucoup d'entre eux se posent la question. Toi, concrètement, si tu devais dire un mot d'encouragement à ceux et celles qui peut-être hésitent à faire un programme comparable à celui que tu as suivi, qu'est-ce que ce serait ? Faites-le, parce que déjà, faire une pause, un break mental, c'est important. Et c'est-à-dire que que ce soit un break sabbatique ou que ce soit un break pour faire des formations. En fait, on sort de son quotidien, on sort de cette lessiveuse, de cette arène, ou je ne sais pas comment on appelle, mais où vraiment on est à fond tout le temps. Et en fait, on met son cerveau à réfléchir et à faire autre chose. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et beaucoup de fois, des gens font l'erreur de dire il faut que je sois en permanence là, et que finalement on oublie de sortir, de prendre des temps de respiration, de se régénérer, d'aller chercher de la ressource. Et ça, c'est une erreur à pas connaître. Je suis important, donc il faut que je sois là tout le temps. En fait, non. Il faut à un moment donné, ne serait-ce que aussi pour garder de l'air, pour laisser de l'air à ses équipes. Donc ça permet soit d'aller se ressourcer, et aux équipes aussi, à un moment donné, de prendre des moments de respiration. Et à propos de temps de respiration, je le mentionnais tout à l'heure lorsque je te présentais, si mes sources sont exactes, là, depuis très récemment, tu as pris une pause dans ta carrière. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et quelles étaient les motivations derrière cette décision peut-être surprenante pour nos auditeurs ? Alors là, je crois que ça vaudrait, pour expliquer tout le pourquoi et
et le comment et ce qui va se passer, je pense que ça serait un podcast à part entière. Et quand je dis ça, c'est vraiment la réalité, parce qu'en fait, j'ai décidé, entre autres, de lancer un podcast justement sur ce sujet-là. Alors le sujet, c'est pas mon break, mais c'est vraiment le sujet justement des personnes qui, à un moment donné de leur vie, se disent il y a quelque chose qui est déréglé, qui marche plus, ou une perte de sens, ou une perte d'énergie, puisqu'on vient de parler d'énergie, et donc je veux donner une autre orientation à ma vie. Et donc là aujourd'hui, effectivement, ce que je vais faire, c'est me ressourcer. Et pour ça, j'ai un grand projet autour de la voile, et puis le podcast, c'est l'autre chose. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, et on interagit avec des gens, mais en fait, on crée de la valeur. Et donc moi, c'est vrai que pendant ces 11 mois, en fait, j'ai envie de partir à la rencontre de personnes pour m'enrichir. Et comme je suis quelqu'un de très généreux, le podcast, je trouve que c'est un bon moyen de, égoïstement, pas garder ces conversations inspirantes comme on a aujourd'hui pour soi, mais en fait de les partager avec un maximum, et puis ensuite nous suivent qui veulent. Mais l'idée, voilà, c'est de partager, et puis voilà. Merci beaucoup. Mais alors, pour les auditeurs qui voudraient écouter ce fameux podcast, comment va-t-il s'intituler ? Alors, il s'appelle Au revoir Président. Et donc, vous pouvez, au revoirprésident.com, un petit site, landing page, vous pouvez laisser votre email et vous serez averti dès qu'il y a un nouvel épisode. Et puis sinon, voilà, sur les plateformes de podcast, vous tapez Au revoir Président et vous trouverez le podcast. Très bien, merci beaucoup. Alors, on notera quand même que même dans cette période de césure que tu t'accordes, tu restes cohérent avec toi-même, c'est-à-dire curieux, à la fois du point de vue du podcast et du point de vue de la navigation, découvrir de nouveaux horizons. Pour notre part, nous allons un petit peu réduire le nôtre, mais pour le bien de cet épisode, puisque nous en sommes aux questions de fin, aux questions rituelles du podcast. La première étant, qui a été le mentor de ton histoire professionnelle ? Alors j'en ai cité un, mais en fait ça c'était un exemple dans ma carrière, mais en fait j'en ai plusieurs, et je pense que la vie justement est faite de gens qui sont inspirantes. Et donc moi, je peux en citer, j'en aurais peut-être 5-6. Et finalement, quand on a 5-6 personnes comme ça qui nous connaissent, qui ne font pas partie en fait directement de la famille, on peut constituer ce que j'appelle un board personnel. Finalement, les boîtes ont des boards. À quoi servent des boards ? Des boards, ça sert justement à orienter la stratégie, à orienter le directeur général et la société pour savoir dans quelle direction on va, quel objectif on se fixe, quelle est la stratégie. Pourquoi au niveau personnel, on n'aurait pas un board ? C'est-à-dire que quelque part, j'ai autour de moi des personnes, 5, 6, 7 personnes qui me connaissent suffisamment bien pour à un moment donné me dire « Laurent, voilà où on te voit, voilà où tu devrais aller, voilà à quoi tu devrais réfléchir ». Et j'ai eu l'occasion d'avoir ce genre de discussion, alors soit individuelle en one-to-one avec mes board members, soit de regrouper certains. Notamment à l'APM, on faisait des sessions de co-développement. Et j'ai eu moi-même 3 sessions de co-développement dans lesquelles je réunissais en fait ces personnes. Et c'est quelque chose d'assez puissant, parce que du coup, il y a que des personnes qui sont bienveillantes et qui ont pour seul objectif en fait de me faire progresser dans ma réflexion. Et c'est super. Et donc en fait, avoir une instance indépendante et bienveillante pour m'aider à progresser dans la vie, c'est un truc extra. Donc voilà, ça va un peu plus loin que la réponse de dire un mentor. Moi, c'est vraiment, voilà, constituez-vous un board de mentor ou un board personnel. Écoute, c'est la première fois qu'on nous fait cette réponse sur le podcast. Je pense qu'elle pourra en aider plus d'un. C'est super intéressant. Est-ce que, pour dérouler sur nos questions de fin, tu saurais me dire si tu as une botte secrète ou bien une potion magique qui t'aide dans ta vie professionnelle ou qui t'a aidé jusqu'ici ? Alors je crois que en fait, je pense qu'on peut l'extraire de tout ce que j'ai raconté, parce que c'est vraiment la curiosité et donc partir à la rencontre. Et ça, moi, j'ai besoin de me nourrir de la rencontre avec les gens. La nature, je l'ai cité aussi. Et donc je pense que voilà, c'est et la famille. Ça, c'est vraiment, et ça, je le mettrais même c'est le pilier numéro 1. Et donc parce que sans ça, tout le reste s'écroulerait. Donc moi, c'est vraiment la famille. Et puis après, partir à la rencontre de gens, explorer. Comme j'ai dit, je suis un explorateur, j'ai commencé comme ça. Et puis la nature, parce que la nature, il y a vraiment une énergie invisible, mais quand on est en contact avec la nature, il se passe des choses qui vraiment régénèrent l'homme, quoi. Donc avec un grand H. Donc voilà, ça serait ma botte ou mes bottes secrètes. Et pour terminer, notre dernière question rituelle du podcast, quelle est la morale de ton histoire ? Alors je dirais que la morale de mon histoire, c'est faire confiance en la vie,
Et c'est vrai que, voilà, à travers mon expérience aussi, à chaque fois qu'on part, on laisse tout derrière soi et on avance vers l'inconnu. Et pour ça, il faut avoir confiance. Et pour moi, en tout cas, ça a toujours payé. Donc, j'ai acquis la croyance que c'est vraiment une stratégie gagnante. Et je prolongerai ça avec avoir confiance dans les gens. Je vois souvent des personnes, en fait, qui se disent, avant que je fasse confiance à quelqu'un, il faut vraiment qu'il la mérite. Donc, je vais le tester. Je vais partir du principe que ça marche pas. Et puis, si jamais il m'aura démontré, alors je vais lui faire confiance. Moi, je suis complètement dans la catégorie opposée qui est je fais confiance et puis je fais confiance. Et puis, si jamais à un moment donné la confiance est trahie, bah, je révise ma position. Mais c'est vraiment une stratégie gagnante de faire confiance aux gens parce que les gens, en fait, quand on leur fait confiance, ils le sentent, ils disent oula, mais il me fait confiance, il faut surtout pas que je déçoive ou il faut pas que je trahisse. Et donc, même si c'est quelqu'un qui aurait pu être potentiellement borderline, en fait, s'il sent vraiment cette confiance authentique, bah en fait, il y a de fortes chances qu'elle va basculer du côté du « Ok, il faut que je l'honore cette confiance, donc je ne vais pas le décevoir. » Et ça, c'est assez magique. Donc, faire confiance en la vie, faire confiance en les gens. Laurent, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et merci beaucoup de nous avoir fait confiance dans le cadre de ce podcast. Je te souhaite dès à présent de profiter au maximum du podcast et de la navigation et je te souhaite une belle journée. Merci Marianne, au revoir. Au revoir. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits. Once Upon a Business a été monté, réalisé et produit par Rumeur Podcast.